Je suis Kamala Marius, maître de conférence en géographie à l'université Bordeaux-Montaigne et chercheur au LAM à Sciences Po Bordeaux et chargé de cours donc à Sciences Po Bordeaux et Sciences Po Strasbourg et chercheur associé aussi à l'Institut français de Pondichéry. Tout est dans le titre, les trois mots, l'Inde, puissance, vulnérable. J'ai envie de commencer par dire que l'Inde, aussi vaste que l'Europe, est 2 fois plus peuplée, puisque c'est 1,23 milliard d'habitants. C'est un quasi-continent composé de 28 États et 9 territoires qui ont été recomposés donc après l'indépendance en fonction des critères linguistiques, puis par la suite ethniques, voire tribaux. Malgré donc cette grande diversité religieuse, puisque les hindous c'est 78% de la population, les musulmans 14%, l'Inde a su préserver finalement une démocratie, je dirais, depuis plus de 70 ans, même si elle a été confrontée, et elle est toujours confrontée à des tensions religieuses, surtout depuis l'avènement du gouvernement nationaliste hindou au pouvoir en 2014 et à nouveau en 2019. Puisque c'est avec près de 590 millions d'électeurs qui se sont rendus aux urnes. En effet, l'Inde a une constitution égalitaire, un système bicaméral à l'anglaise, une cour suprême un peu à l'américaine et un système fédéral un peu à l'allemande. Donc cette puissance économique a émergé relativement tardivement si l'on compare à d'autres pays, puisque c'est autour des années 90 avec une libéralisation économique, ce qui a conduit finalement à un modèle un peu atypique, puisque c'est les secteurs tertiaires qui rapportent beaucoup plus en termes de PIB, alors que les emplois agricoles représentent 45% des emplois actifs. Ce qui a favorisé finalement plutôt une classe moyenne urbaine et émergente, mais ce qui persiste, ce sont les inégalités aussi bien sociales que régionales, en effet, puisque selon l'étude World Inequality Report de Piketty et Lancel, 10% des ménages les plus riches possèdent 56% des revenus. Par ailleurs, surtout depuis la crise du Covid, par exemple, on a bien vu la pauvreté des migrants qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien. Et pour terminer, j'ai envie de dire que malgré le fait que l'Inde possède l'arme nucléaire, elle reste une puissance moyenne face à l'hyperpuissance chinoise. On le voit bien à travers les conflits frontaliers qu'il y a eu récemment dans l'Himalaya. Il faut savoir aussi que le Cachemire a été annexé en août 2019 par l'Inde, ce qui a été mal vu par les Chinois et les Pakistanais, les Chinois qui sont proches des Pakistanais. Il faut espérer finalement que le rapprochement avec les États-Unis se fait de plus en plus, dans une stratégie un peu de containment. Donc il y a eu un rapprochement, surtout depuis septembre 2001. Je prétends pas tout connaître de l'Inde, c'est un essai. Et en fait, quand je demande à mes étudiants à quoi vous fait penser l'Inde, les mots qui viennent, la vache sacrée, les castes, Bollywood, le bidonville, Bombay, etc. Donc il s'agissait pour moi de déconstruire un peu tous ces stéréotypes, parce qu'en fait on réalise que l'Inde finalement s'urbanise plus rapidement qu'on ne le pense, puisqu'on a eu 2000 localités urbaines de plus de 10 000 habitants entre les 2 derniers recensements. On a une société civile extrêmement puissante, c'est quand même le pays où il y a le plus d'ONG au monde. On voit bien que les mouvements sociaux sont très forts, à l'instar des mouvements récents des fermiers, qui sont arrivés jusqu'au Fort Rouge de Delhi. Les mouvements féministes, parce qu'on parle beaucoup de viol aussi en Inde, mais il faut savoir que les mouvements féministes sont très puissants. La vague MeToo, par exemple, a déferlé il y a 2-3 ans. Enfin, les mouvements aussi de caste, notamment les intouchables qu'on appelle les Dalits, ils s'appellent les opprimés, qui aussi subissent encore des inégalités très fortes. C'est le message que je voulais porter, montrer que l'Inde, c'est pas que justement les viols, les bidonvilles, etc. Alors, page 123, un extrait, le soft power, un autre instrument de puissance. L'atout de la diaspora. La diaspora indienne des 4 coins du monde, qui compte actuellement plus de 28 millions d'individus, dont plus de 3 millions aux États-Unis, 2 millions au Royaume-Uni et 1 million au Canada, est la deuxième diaspora la plus importante au monde après celle de la Chine. On estime qu'elle détient près de 100 milliards de dollars d'actifs en Inde, soit nettement plus que les investissements directs étrangers. En revanche, 40% des transferts d'argent, on parle de remittances, concernent essentiellement les États du Kerala, du Punjab et de Goa.
Depuis les années 60, l'immigration ne concerne pas seulement les anciennes colonies anglaises, car la diaspora indienne est très diversifiée. Par exemple, aux États-Unis, la majorité des Indiens de la diaspora, après des études de haut niveau en médecine, management, informatique dans les universités américaines, trouvent des emplois bien rémunérés en tant que médecins, cadres de multinationales, gérants, informaticiens. Les plus célèbres d'entre eux font régulièrement la une, d'ailleurs, de la presse indienne: Sundar Pichai de Google, Satya Nadella de Microsoft, Kamala Harris, aujourd'hui vice-présidente des États-Unis. C'est ainsi qu'en 2003, du coup, le gouvernement nationaliste de l'époque a proposé la double citoyenneté aux Indiens dont les ascendants sont nés en Inde. Bien sûr, ne sont pas concernés par ce statut les citoyens des pays limitrophes, Pakistan, Bangladesh, Népal, Sri Lanka. Au-delà donc du lobby puissant de la diaspora indienne résidant aux États-Unis, on parle de Indian Caucus, équivalent d'un groupe parlementaire, nombreuses sont les associations ethno-culturelles régionales, tamoul, telugu, gujarati, marathi, qui font la promotion de la culture des valeurs indiennes sur la scène internationale, à l'instar de l'île Maurice, par exemple, ou de la Réunion. Donc ce rapprochement inédit du gouvernement nationaliste hindou avec la diaspora met en exergue une volonté d'instaurer à terme une nation hindoue.